Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Who Got Next. Aujourd'hui on se retrouve pour un format un petit peu différent de ce que vous avez eu l'habitude de voir jusqu'à maintenant sur la chaîne. Ça va être la première de nos vidéos hebdomadaires où on se retrouvera chaque week-end pour débriefer un petit peu et revenir sur ce qui s'est passé sur cette semaine d'Euroleague. C'est une vidéo qui sera découpée en 4 parties. On aura dans un premier temps les news, on reviendra sur l'actualité. Derrière on enchaînera avec le match de la semaine où là on décryptera un petit peu l'affiche de cette journée d'Euroleague, où on reviendra un peu plus en détail sur ce qui s'est passé. Derrière, on parlera forcément des autres matchs de la semaine en Euroleague, et on finira par la joueuse de la semaine, la joueuse qui a crevé un petit peu l'écran et qui mérite qu'on parle d'elle sur cette semaine d'Euroleague. Ah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le concept vous plaît, à liker, à vous abonner, à activer la cloche, et on est parti. Et sans plus tarder, on démarre tout de suite cette vidéo avec les news. Et la première actualité un peu forte de ces derniers jours, ça vient de la fin de semaine dernière, et c'est le retrait de Polkovic de l'Euroleague à leur demande. Elles ont fait la demande à la FIBA de ne plus apparaître sur l'Euroleague sur la fin de saison, demande qui a été acceptée. De ce fait, tous les matchs joués par Polkovic sont annulés et nuls, ce qui fait qu'on se retrouve avec des équipes qui sont un petit peu handicapées au niveau du bilan. On pense à Prague qui a recommencé après la trêve avec un bilan de 5 victoires pour 3 défaites et qui se retrouve après le match de cette semaine à un bilan de 4 victoires pour 4 défaites. Donc ça peut fortement influer sur la course au play-in. On sait que Polkovic était une équipe un petit peu facile de cette poule et donc forcément de les voir quitter l'Euroleague, ça va chambouler un petit peu les plans de certaines équipes. On s'en doutait un petit peu que la fin de saison de Polkovic allait être très compliquée. Le départ des Makanon a un petit peu sonné le glas pour cette équipe, mais de là à avoir un retrait complet de l'Euroleague, ça on ne le voyait pas forcément venir. Donc ça reste une nouvelle assez importante. On sait que sur les derniers matchs, ça a été très compliqué pour elle d'aligner assez de joueuses pour pouvoir jouer. Donc c'est une décision qui, je l'espère, a été mûrement réfléchie par le club et par la FIBA. Et donc on se retrouve avec un groupe F qui ne compte plus que 5 équipes et, et qui va chambouler un petit peu la course au play-in dans ce groupe. Et la deuxième nouvelle, elle nous vient de Turquie. C'est le remerciement de Victor Lapeña, le coach de Mersin, qui a été démis de ses fonctions le week-end dernier à la suite d'une nouvelle défaite en championnat. Il était toujours invaincu en Euroleague avec un bilan de 8 victoires pour 0 défaite au moment de son départ. Mais en championnat, malheureusement, ça n'a pas suivi. Il a été assez peu inspiré, on ne va pas se le cacher, sur ses rotations et les choix de joueuses en championnat surtout sur ce début de saison. Et donc il en a fait les frais et le club l'a remercié. On nous parle d'un accord commun. On sait que dans ce genre de cas, les décisions sont souvent unilatérales et c'est souvent ce qui nous est vendu, le départ d'un commun accord. Donc on va voir ce que donne Mersin. Pour l'instant, c'est son assistant qui est arrivé en cours de saison, qui a repris les rênes. On sait que c'est déjà le septième coach en 15 mois pour Mersin. L'équipe a un propriétaire qui est extrêmement riche et qui veut des résultats, donc il n'hésite pas à mettre des moyens et à tout chambouler quand ça ne va pas. Et c'est peut-être ça justement qui manque à cette équipe, c'est un petit peu de stabilité. Euh, Malgré tout, comme je vous le disais, moi je pense que la démission de Victor Lapeña est une bonne chose. On sait qu'il a été très peu inspiré sur le début de saison. Donc ça va faire du bien aussi, je pense, à cette équipe de voir autre chose, d'avoir peut-être des rotations un petit peu différentes. On l'a déjà vu sur le match de cette semaine en Euroleague. Donc on va voir ce que ça donne pour la suite de la saison, mais c'est une info qui peut impacter également la fin de saison de Mersin. On sait que changer de coach en cours d'année, c'est toujours un petit peu délicat, surtout pour des équipes qui jouent le haut de tableau. Donc ça peut être soit un électrochoc et être très positif, soit ça peut totalement dérégler la machine qui semblait se lancer un petit peu sur cette saison. Et la dernière news de cette semaine, c'est la blessure de Maria Condé sur un match d'Euroleague cette semaine à Saragosse. Elle est sortie en milieu de troisième quart-temps après une cheville qui a trop tourné et très mal tourné. Elle est sortie en pleurs, on l'a vu après
sur le banc, sur une chaise roulante, incapable de poser le pied par terre. Donc c'est l'image un petit peu triste de cette semaine, mais qui nous a donné malgré tout sûrement la plus belle image de la semaine. C'est l'ensemble des joueuses qui sont venues la réconforter à la fin du match, prendre des nouvelles. Et c'est aussi ça, le basket. Et c'est des images qui font chaud au cœur et qui font plaisir à voir. Donc on souhaite à Maria évidemment de se remettre au plus vite. À l'heure où je tourne, on ne connaît pas encore la gravité de la blessure. On espère que c'est rien de très grave, mais forcément on lui souhaite de revenir le plus vite possible. On espère qu'elle va pouvoir refouler les parquets assez rapidement. On se doute que pour les prochains mois ça peut être compliqué, mais pourquoi pas une présence à l'Eurobasket avec l'Espagne cet été qui pourrait être bien pour elle. On sait que c'est une joueuse qui est rarement épargnée par les blessures, très souvent des petits pépins. On le voit sur les 2 dernières campagnes estivales avec l'Espagne, bah, elle n'a pas pu jouer tous les matchs. Il y a eu des blessures, il y a eu des petits pépins physiques. C'est une joueuse qui, qui n'est pas étrangère à ce genre de blessures. Donc c'est pour ça, on espère que c'est rien de trop grave, qu'elle va vite revenir. Et bah, c'est un vrai coup d'arrêt également pour Prague et pour elle. Comme on le disait dans la dernière vidéo avec Ghislain, c'est une joueuse qui fait une excellente saison. Euh, Elle a énormément progressé au niveau de la création, défensivement. Elle a pris également physiquement. Donc c'est un vrai coup d'arrêt pour elle et c'est la créatrice numéro 1 à Prague. Donc ça va fortement les affaiblir sur la fin de saison. On sait que c'est ce qui leur manquait cruellement, c'était de la création. Donc de voir sa meilleure créatrice et la meilleure passeuse de l'Euroleague se blesser gravement, bah forcément on se pose des questions pour la fin de saison de Prague, à voir s'il n'y a pas un recrutement qui peut être fait. Mais en l'état, ouais, ça annonce assez compliqué pour l'équipe tchèque. Et voilà, on a fait le tour des news de cette semaine. On passe tout de suite au match de la semaine. Et ça a été un peu compliqué pour moi de choisir le match de la semaine pour cette journée d'Euroleague. De base, pour moi, il était tout prêt. C'était le Fener-Valence de ce mercredi. Mais malheureusement, bah, le match a tourné un petit peu vite. Donc je me suis posé la question, est-ce que je parle du comeback du Skio? Est-ce que je parle du match de Prague contre Saragosse? Au final, j'ai quand même décidé de parler de ce Fenerbahçe-Valencia. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'était le premier gros test du Fener sur cette saison en Euroleague. C'était la première vraie grosse équipe que le Fener allait affronter. Et bah, il y a eu un début de match très compliqué. Il y a eu un 14-2 d'entrée de la part de Valencia qui a couru, qui a mis énormément de rythme, qui a joué beaucoup les contre-attaques. Et le Fener, bah, comme à son habitude, qui a mis du temps à rentrer dans son match, qui était resté un peu au vestiaire et qui a dû attendre un temps mort pour vraiment mettre la machine en route. Et bah, ça s'est vu. Ça s'est vu. On les a vraiment sentis dans le dur sur les premières minutes. Vraiment en manque d'intensité. Ça faisait un peu de peine à voir, on va pas se mentir. Et, euh, et le temps mort a fait énormément de bien, puisque d'un 12-2, bah, le Fener s'est un petit peu réveillé et on est passé à un 17-14 euh, en faveur du Fener. Donc il y a eu un 15-2 d'enchaîner sur les joueuses de Valence qui ont totalement perdu du rythme, qui n'arrivaient plus rien à faire en attaque. On l'a vu, ça a été très compliqué pour elles de mettre en place la moindre chose. On sait que bah, y a un manque de création assez criant dans cette équipe. On en parlait sur la vidéo récap. Le Fener a su l'exploiter. Elles sont venues défendre extrêmement fort sur les pick and roll pour justement empêcher le jeu de Valence de se développer. Et bah, ça leur a amené du jeu rapide. Elles ont pu courir derrière. On le voit hein, très bien sur certaines images, sur la défense du pick and roll, on le voit ici. Donc tout de suite, on a Emma Messman qui est en drop sur le pick de Yvonne Turner, avec Gabi qui défend sur la porteuse de balle. Et Yvonne Turner, bah, au lieu de venir prendre le pick, elle va aller s'enfermer plus loin dans le corner, pour derrière Gabi qui intercepte le ballon. Et derrière, bah, on peut le voir, Julie Allemand qui court tout de suite et qui est passé déjà derrière Kayla Alexander moins d'une seconde plus tard. Bah, ça fait 2 points en contre-attaque. Et c'est pas la seule situation où on l'a vu.
On le voit également ici avec Caral Cassas qui a le ballon et qui est totalement enfermé euh, au niveau de 45 degrés, avec Tina Charles qui est venu trapper, qui est basse sur les appuis, et Caral Cassas qui a arrêté son dribble. Et derrière, bah, encore une fois, perte de balle et 2 points, 2 points en contre-attaque. Donc c'est vraiment sur des attitudes, sur des lectures de pique où Valence s'est fait prendre sur ce match. On voit également, hein, quand je vous parle d'attitude, vous avez vu un petit peu là comment le Fener a défendu le pic. Donc que ce soit Emma Messman ou Tina Charles qui défendaient sur la poseuse d'écran, bah, il y a eu un vrai drop, mais basse sur les appuis. On sait que bah, elles étaient vraiment en contrôle là-dessus, avec des joueuses comme Gabi, comme Julie ou comme Ozun pour défendre les lignes de passe. Bah, ça devient compliqué de tout de suite servir la joueuse qui a posé le pic, mais c'est des joueuses qui ont des attitudes défensives et qui étaient très agressives sur le ballon. Et derrière, quand on voit Valence qui défend un pic, bah, on le voit hein, avec Stéphanie Mavunga qui est en drop, mais bah, qui contrôle pas grand-chose. Et il y a un retard sur le pic, bah, ça libère des espaces et forcément, sur un match comme ça, bah, ça pèse fortement. Donc c'est avant tout sur des attitudes, on se dit bah, le Fener est imprenable. Je pense que c'est un peu des deux. C'est le Fener qui a très bien joué, qui a excellemment bien tiré. On est à 61% à 2 points, 52% à 3 points. Donc ils sont à 10 sur 19 sur le match. Malgré tout, bah, le Fener a été dominé au rebond, 26 à 37. Donc c'est pas anodin, hein, surtout quand on connaît le secteur intérieur du Fener, dont 12 rebonds offensifs de Valence. Donc vraiment, il y a quand même des axes de travail pour le Fener. Tout n'était pas rose dans ce match, mais elles se sont retrouvées face à une opposition très faible qui n'a rien su créer. On l'a vu, hein, il y a 17 interceptions de la part de Fener, souvent sur des situations comme je vous ai montré juste avant, ou alors sur des situations où bah, il y a des rotations qui sont à l'heure. Et on le voit ici, il y a eu le pic à l'opposé, là où on voit Julie Allemand et Emma Messman qui sont venus trapper la porteuse de balle. La balle n'est pas encore arrivée à Kayla Alexander, que la défenseuse d'Iliana Agupova bah, est déjà quasiment dans les jambes de Kayla Alexander. Et Kayla Alexander, au moment où elle reçoit le ballon, bah, elle est tout de suite agressée. Et derrière, ça se finit en perte de balle et 2 points derrière. Donc le Fener a vraiment augmenté son avance grâce à des situations comme ça très agressives où bah, les rotations étaient à l'heure et ça tournait très très bien. Et donc c'est surtout sur ça où cette équipe du Fener a fait la différence. Il y a l'entrée de Niara Sabali qui a également été déterminante en premier quart-temps. On l'a vu hein, vraiment forcément, Niara Sabali sur son premier match. Je pense qu'elle avait à cœur aussi de montrer pourquoi elle était venue et elle a prouvé à tout le monde que l'Europe lui avait manqué et qu'elle avait manqué à l'Europe. Parce que quand on voit son match, ça se voit pas forcément dans les stats. Elle finit à 11 points, quelques rebonds. Mais alors sur les écrans posés, sur les lectures des déplacements sans ballon et pour se présenter quand il le faut sous le panier. On l'a même vu attaquer des close-out, chose qu'on n'avait jamais vue de sa part. Vraiment chose très très rare, hein. Moi j'ai quand même pris une seconde pour vérifier que c'était pas sa sœur qui était sur le terrain au moment où je l'ai vu faire ça. Mais on l'a vu attaquer des close-out, on l'a vu prendre des tirs à 3 points, on l'a vu prendre des 1 contre 1 à 8 mètres du cercle sur le dribble et passer sa joueuse. Donc on l'a vu très fit, très en jambes. Et forcément, bah, ça augure de très bonnes choses pour le Fener sur la fin de saison. On savait que déjà, il y avait un secteur intérieur qui était très fort. Donc avec Tina Charles, Emma Messman, Mariam Badian qui est là aussi, qui a joué, mais assez peu. Et on voit que l'arrivée de Niara bah, va sûrement faire assez mal au temps de jeu de Mariam en Euroleague. Et en seulement 12 minutes, bah, elle a pas été terrible. Il y a 5 pertes de balles hein, sur 9, je crois, du Fener sur le match. Donc bah, il y a 5 pertes de balles qui viennent d'elle en seulement 12 minutes. Il y a eu des tirs un petit peu ratés, des passes mal ajustées. On l'a senti un petit peu tâtonner sur ce match-là, Mariem. Donc on sait que c'est une excellente joueuse qui peut faire des différences et qui sera importante dans le run du Fener. Mais bah, là, sur ce match, ça a été beaucoup plus compliqué. Et la joueuse qui a vraiment crevé l'écran, bah, c'est Gabby Williams. Gabby Williams qui a encore une fois été partout, hein, plus de 5 interceptions, 14 points. C'est des passes décisives. On a l'impression qu'elle est impliquée sur quasiment tous les paniers parce qu'elle fait les décalages. Elle est vraiment très très forte
depuis un mois et demi, 2 mois. Et c'est de bon augure pour la suite. On sait que là, elle ne fera pas le rassemblement de l'équipe de France en février pour des raisons personnelles. Elle a raison. Il faut aussi profiter de quelques jours de repos. Et là, bah, sur ce match, on comprend pourquoi. On l'a mis dans notre meilleur 5 avec Ghislain sur la dernière vidéo. Vraiment, défensivement, elle est très très forte. Elle finit à 4 sur 5 à 3 points sur des tirs où bah, il n'y a pas que du catch and shoot, il y a aussi du pull-up jumper à 8 mètres en fin de possession. Et son geste est beaucoup plus fluide, voilà, beaucoup plus posé. Et ça se voit, hein, les pourcentages augmentent. Donc vraiment très bonne chose, très bon match de la part de Gabi. Et Emma Messman qui a été un peu plus discrète au niveau de ses stats. On sait qu'habituellement, c'est elle la leader de cette équipe dans beaucoup de catégories statistiques. Et bah là, sur ce match, elle a été un peu plus discrète, même si on l'a vu sur certaines séquences beaucoup plus au cœur du jeu, comme j'en parlais dans la vidéo du groupe F, où bah, j'attendais aussi ça de la part du Fener, c'est de remettre Emma Messman un peu au cœur du jeu en tant que tour de contrôle. Et là, on l'a vu beaucoup plus à l'origine de certains pick and roll. Je pense notamment à ce pick and roll avec Gabi, où Gabi la serre un peu longuement, quasiment sous la planche, et Emma arrive à faire une tip passe pour Tina Charles absolument magnifique. Juste avant, il y avait eu pareil une petite pocket pass dans la raquette où où elle vient servir l'autre intérieur. Et vraiment, et Emma Messman, c'est le basket, et on l'a encore vu sur ce match, même si un peu plus discrète au niveau des stats, bah c'est elle toujours le métronome de cette équipe. Et le grand changement pour le Fener sur ce match, ça a été un petit peu l'agressivité de Julia Allemand. On l'a vu prendre des tirs. Je ne sais plus combien elle en prend exactement, je vais vérifier ça. Alors, Julia Allemand, elle prend 10 tirs. C'est elle qui prend le plus de tirs avec Tina Charles sur le match. Et bah, ça fait aussi la différence. Parce que d'avoir une Julie Allemand agressive, bah, l'équipe en face est obligée de défendre un petit peu différemment. Et on le voit hein, sur certaines séquences. Bah, là, elle est là avec le ballon, où on a bah, toute l'équipe qui est attirée vers la balle. Léonie Fibiche qui anticipe la passe sur Emma Messman. Derrière, bah, Julie Allemand, très intelligente, arrive à renverser à l'opposé en une seule passe, sans passer par Emma, avec donc Caral Cassas qui vient sortir sur elle. Sauf que bah, le problème, c'est que Gabby Williams est toute seule dans le corner, et ça se finit en extra passe et 3 points derrière. Donc vraiment, d'avoir une Julie Allemand qui est agressive, ça provoque des retards défensifs énormes, parce que la défense va anticiper sur Emma ou sur l'intérieur, va venir un peu collapse dans la raquette, et derrière, bah, ça crée des retards, et là on voit Kayla Alexander qui est totalement à la bourre, et Gabby Williams qui a 5 secondes pour prendre son tir, qui est dans un fauteuil. Donc voilà, ça fait vraiment du bien d'avoir Julie qui est agressive un petit peu, qui prend des décisions, et ça change le visage de cette équipe. Malgré tout, bah, faut aussi dire que Valence était totalement perdu défensivement. On le voit hein, sur certaines séquences, juste ici, où la balle est dans l'aile à droite, et ça vient totalement. Donc ça c'est après un pick and roll, et on voit Alba Torrens qui est totalement perdu, qui défendait sur le switch sur Emma Messman, puis qui a changé avec Stéphanie Mavunga. Et derrière, bah, Léonie Fibiche, un peu trop en suivant sa joueuse sur les postes arrière, et qui laisse Niara Sabali toute seule à l'opposé à 0 degré, qui va mettre son tir à 3 points. Et derrière, bah, ça devient compliqué de gagner un match hein, quand on perd des ballons, quand on n'arrive pas à défendre. Il y a quand même 26 ballons perdus, je crois, pour Valence sur ce match, ce qui est énorme. On ne peut pas gagner un match de basket avec 26 ballons perdus, et encore moins contre une équipe comme le Fener. Et il y a aussi bah, des vrais soucis de communication dans cette équipe. On l'a vu là sur cette action-là, où Emma Messman se retrouve toute seule dans l'angle de la raquette, et bah elles sont deux à sortir sur elle, avec Yvonne Turner qui est pas très loin, mais on voit les deux intérieurs qui sortent sur elle, et dans le corner, bah, il y a Julie Allemand qui attend patiemment le ballon, Emma va la trouver, et ça fait 3 points derrière. Donc c'est des vrais problèmes de communication et de rotation défensive pour Valence, qui leur ont aussi coûté le match. Donc le Fener était au-dessus, ça a déroulé comme on l'a très peu vu depuis le début de saison. Mais vraiment, c'est
Valence a autant perdu le match que le Fener ne l'a gagné, je trouve, parce qu'il y a eu énormément d'erreurs assez facilement corrigeables, et c'est préjudiciable pour un match comme ça. Petite dernière situation où on le voit là sur un retard, où sur le pick and roll, Yvonne Turner est en retard. Le drop est plutôt bien défendu, sauf que Yvonne est trop en retard pour reprendre sa joueuse. Léonie Fibiche qui est côté ballon et qui vient aider, qui défend sur la joueuse dans l'aile alors qu'elle n'a aucune raison d'être là. Et derrière, on a Mariam Badiane qui était la poseuse d'écran, qui va rouler vers le cercle et qui va se retrouver absolument toute seule. Donc c'est des petites situations comme ça où ça paraît pas grand-chose, mais en fait, de venir aider côté ballon ou d'être en retard sur des pics, contre des équipes comme le Fener, ça se paye cash. Et c'est vrai que ça devient très compliqué après pour essayer de gagner un match. Léonie Fibic, donc, qui faisait son premier match en Euroleague avec Valence, qui a pas été au niveau, hein, on va pas se mentir. On s'attendait à autre chose de sa part. Malgré tout, on l'a vu l'an dernier déjà avec Saragosse. Quand il n'y a pas des joueuses pour créer à côté d'elle, c'est quand même beaucoup plus compliqué, hein. Là, elle a fait une très belle saison avec le New York Liberty. Mais il y a Sabrina Ionescu, il y a Jonquel Jones, il y a Brianna Stewart qui attirent des défenses et qui forcément, Léonie Fibiche, ça devient la quatrième ou la cinquième roue du carrosse. Et c'est beaucoup plus facile pour développer son jeu, pour avoir des espaces, pour mettre des tirs. Là, d'être une des premières options de cette équipe, ça lui demande de faire beaucoup de choses. On l'a vu, elle a été un petit peu dans le dur sur ce match-là. On a vu Valence qui a essayé de venir aussi doubler un petit peu les intérieurs du Fener. Sur le début de match, ça a marché un petit peu. Elles ont pu gratter quelques ballons. Les intérieurs n'étaient pas forcément dedans. Le souci, c'est que comme sur les attitudes dont je vous parlais au niveau des pics, c'est que venir trapper, c'est une chose, mais venir trapper en n'étant pas agressif ou en étant en retard derrière dans des rotations, ou derrière, ça se paye. Donc c'est un pari qu'a fait Valence. Malheureusement, c'est un pari où on n'a pas fait all-in. Et on est vraiment resté à être prudent, à j'y vais pas. Et voilà, contre une équipe comme Fener, ça se paye. Derrière le résultat, c'est plus 46 et ça fait très très mal. Deuxième défaite de la saison pour Valence. C'était le premier très gros test du Fener qui a vraiment dominé ce match. Après, comme je vous le disais, il y a des enseignements à tirer. On le voit, hein, quand le Fener est concentré, ça devient une équipe qui est extrêmement dure à manœuvrer, parce que défensivement, il y a une vraie vocation défensive dans cette équipe, avec des joueuses comme Julie, comme Gabi, et des joueuses intelligentes derrière pour être à l'heure dans les rotations, mais où ça devient tout de suite plus dur dès qu'elles sont pas dedans, et on l'a vu en tout début de match. Après, faut relativiser aussi le début de match, hein. Kayla Alexander a mis un tir à 3 points. Ça n'a pas dû lui arriver depuis 8 ans. Donc voilà, faut toute raison garder là-dessus. Valence a fait un très bon début de match, a été très bien dans les attitudes pendant 7 minutes. Et puis le Fener s'est réveillé. Et derrière, c'est un rouleau compresseur quand elle joue comme ça. Et on espère le voir un petit peu plus souvent. Parce que, comme je vous disais, je pense que c'est la première fois de l'année que je les vois autant dérouler. Et c'était censé être contre la meilleure équipe qu'elles ont affrontée en Euroleague cette saison. Et après avoir analysé le match de la semaine, on passe tout de suite aux autres rencontres. Et dans les autres rencontres de la semaine, on commence avec le match de mardi soir qui a vu Bourges se déplacer à Schio. Et on a eu une première mi-temps de très haut niveau de la part de Bourges. On a eu à peu près, allez, on va dire entre 19 et 22 minutes d'excellent basket de la part de Bourges. J'en ai parlé un petit peu sur Twitter, hein. Dans le premier quart-temps, on a eu Morgan Green et Mio Konko qui se sont transformés en Stephen Curry et Kevin Durant. Le problème, c'est que à la fin des 10 premières minutes, ça s'est transformé en Jordan Poole et Jonas Jerebko. Donc ça pose un petit peu problème derrière. Donc ça met des points, c'est très bien, mais il ne se passe pas grand-chose. Encore une fois, Pauline Astier qui a été excellente dans ses lectures, Kariata Diaby qui a été
qui a été pénalisé par les fautes et donc qui a mis du temps avant d'avoir des minutes. Donc ça a forcément impacté un petit peu Bourges, mais sa présence sur le terrain s'est vraiment pas fait sentir. Elle s'est fait dominer dans tous les secteurs du jeu, notamment et surtout par Dorca Youas, qui a fait un match absolument énorme. On en reparlera un petit peu après. Mais vraiment, Dorca qui a été excellente, tant défensivement qu'offensivement, qui a su amener sa taille. On l'attendait en sortie de banc. Au final, elle a été titulaire. Et bah, ça a fait vraiment du bien à cette équipe, même si le match a été très mal embarqué par Schio. On l'a vu, hein, une adresse catastrophique pendant 25 minutes. Puis, euh, puis Olivier Lafargue a décidé de faire des rotations absolument immondes, de sortir toutes ces scoreuses ou toutes ces joueuses qui jouent un petit peu offensivement d'un coup. Puis bah forcément, quand on marque pas de points, on se frustre et on fait des oublis défensifs. Et bah, dans le dernier quart, le Skio a passé un 27-9 à Bourges pour venir gagner ce match, alors qu'elles ont été menées de quasiment 15 points pendant 20 minutes. Donc, euh, donc vraiment, très grosse faute professionnelle là, euh, de la part des joueuses, de la part d'Olivier Lafargue, dans ses choix, dans ses rotations, ça devient risible à ce niveau-là. C'est très compliqué de vraiment tirer des enseignements sur cette équipe de Bourges. Je pense qu'on a eu la meilleure mi-temps de Bourges depuis le début de saison sur les 20 premières minutes. Et derrière, on a sûrement eu une des pires où il ne se passait absolument rien. Ça devient déprimant en fait de voir ça, de voir le talent qu'il y a dans cet effectif. Parce que bah, on tombe souvent sur les joueuses, mais la plupart des joueuses, c'est des joueuses d'excellent talent. Morgan Green qui était meilleure passeuse de l'Euroleague, Pauline Astier quand on voit le talent et les lectures qu'elle a, Karieta Diaby qui a été une des joueuses majeures du parcours de Villeneuve d'Ascq l'an dernier, Emi Okonko qui le prouve quasiment toutes les semaines, qui est capable de scorer. Bon, faut qu'elle amène un peu d'alternance dans son jeu, mais qui est capable, même en Euroleague, de scorer et de mettre sa quinzaine de points. Artemis Panou, qui est une joueuse référencée, et malgré ça, bah, Bourges continue de patauger et de perdre des matchs qu'elles ne doivent pas perdre. C'est dommage, c'est dommage. Grand respect à l'acharnement et à la résilience de Skio sur ce match qui a su revenir déjà défensivement par André, par Dorca, par Janel, qu'on fait des vrais efforts défensifs et derrière bah, ça a couru, ça a mis les tirs qu'il fallait. Et très, très bon match, très bonne deuxième mi-temps plutôt de leur part. C'est bien pour elle dans la course au play-in. Le deuxième match dont on va parler, c'est le match retour de Marine Fotoux à Basketland, donc pour la première fois qui revenait avec son club turc. Et bah, ça a été une petite démonstration. On y a cru un petit peu pour Basketland sur la première mi-temps. On s'est dit, ah, au final, elles sont pas si loin. Puis bah, en fin de deuxième, il y a eu un vrai éclat. Et Mersin a pris les commandes du match réellement. On a vu que cette équipe de Mersin avait un peu de mal avec ses rotations, que bah, Bridget Carlton ne résout pas ses problèmes, comme on pouvait s'en douter, hein, c'est pas une joueuse créatrice, et bah, que la création s'en remet, comme souvent depuis le début de saison, à Ivan Anderson et à Marine Fotoux, qui, et je tiens à le dire ici, si vous regardez ses stats sur le match, vous vous dites, bon, elle a fait un match assez moyen, voire mauvais. Pour moi, c'est quasiment la meilleure joueuse de cette équipe de Mersin sur le match. Donc oui, Natasha Howard met beaucoup de points. Elle prend des rebonds. Oui, Liana Rupert a mis des points. Mais regardez les attitudes de Marine Fotoux sur le match. Regardez ses lectures, ses déplacements sans ballon ou avec ballon. C'est vraiment du très très haut niveau. Défensivement, elle a fait les efforts. Donc vraiment chapeau à Marine pour son match. On sait que c'est jamais facile de revenir dans un ancien club et de performer, surtout à Mitterrand, qui est une salle vraiment, vraiment dure à prendre. Et bah, Mersin inflige la première défaite de la saison en Euroleague à la maison, à Basketland. Et bah, c'est un gros boulot qui a été fait. Comme je disais, ça a été assez mal embarqué. Le début de match a été assez haché, assez compliqué. Mais bah, Mersin a su répondre. Il y a aussi plus d'armes. Malgré tout, c'est surtout les titulaires qui ont fait la différence.
contrairement aux titulaires du Basketland, bah là j'ai les stats sous les yeux, hein, on a Myriam Djikundade qui est à -25 quand elle est sur le terrain, Djadji Taldi qui est à -14, Louisa Gessel-Soder qui est à -23, Dessini Slocum qui est à -32 et Leila Lacan qui est à -20. Voilà, c'était les 5 titulaires et il n'y en a pas une qui est en dessous de -14 sur les plus-minus sur le match. Donc je ne suis pas quelqu'un qui est très friand des stats pour juger un match. Mais bah, quand toutes les titulaires sont à ce point dans le négatif, forcément, ça devient compliqué de gagner un match. Donc au final, il y a une défaite de 20 points, ça aurait pu être beaucoup plus. On voit que Mersin a encore des vrais trous d'air sur certaines séquences. L'entrée de Louise Bussière a fait beaucoup de bien à Basketland sur certains moments, sans qu'il y a une classe d'écart entre ces équipes et que bah, malgré certaines absentes côté Mersin, bah, ça a déroulé assez facilement, surtout en deuxième mi-temps, mais ça a déroulé assez facilement contre Basketland. L'avant-dernière rencontre de la semaine, donc c'est le match entre Avenida, donc Salamanque, et le Zabini Berno. Un match qui a été un petit peu surprise, où on s'attendait à voir Avenida dominer assez largement cette équipe de Berno. Et au final, bah, il y a une victoire 64-58 seulement, où donc Salamanque s'est fait un petit peu peur sur ce match. Heureusement pour elles que bah, elles ont une joueuse comme Yana Martin, hein, parce que on va passer un petit peu sur la première mi-temps où ça s'est rendu coup pour coup. Mais bah, quand Salamanque a pris un petit peu le lead et a réussi à faire un run, c'était au moment où Yana Martin était sur le terrain dans le troisième quart-temps, où elle a vraiment pris un peu le jeu en main. On a vu hein, sur la fin de deuxième et le troisième quart-temps, quelques actions d'éclat où elle met un gros contre. Derrière, elle enchaîne avec un appui décalé, un petit Eurostep en prenant le contact pour juste avant le buzzer de la mi-temps. Dans le troisième quart-temps, bah, elle fait un geste qu'on lui connaît avec un petit behind the back pour aller finir en contre-attaque, où elle intercepte des ballons, où elle fait jouer un peu tout le monde dans cette équipe. On a Laura Rill qui a fait un très bon match, mais alors à sa sortie, c'est devenu très compliqué parce qu'il se passait plus grand-chose en attaque. Défensivement, bah, on sentait beaucoup moins d'envie. Je le disais dans la vidéo, mais pour moi, il faut impliquer beaucoup plus Mariela Fasoula dans l'attaque d'Avenida et voir que bah, une joueuse comme Laura Rill prend quasiment autant de tirs qu'elle et bah, ça devient un peu compliqué. Donc il faudrait la servir plus pour éviter bah, des scénarios comme ça où on se fait peur, où on est obligé de faire re-rentrer Iana dans les dernières minutes pour assurer la victoire. Et ouais, ça peut devenir très compliqué pour Avenida. On parlait du manque de création de certaines équipes. Bah, Avenida, ça en fait partie quand Iana n'est pas sur le terrain. Sylvia Dominguez, c'est bien mignon, mais bah, on a un peu de mal hein, maintenant. Ça a du mal à faire des différences. Arika Carter qui bah, arrive à créer pour elle, qui ne met pas un tir, hein, mais qui crée pour elle surtout. Donc, donc ouais, il y a plein de choses à corriger pour Avenida, pour espérer quelque chose sur la fin de saison. Berno s'est très bien battu, on ne peut pas leur retirer. Ça a été un match de tranchée un petit peu pour elles, elles ont eu un petit peu d'adresse, donc c'est pas mal. C'est pas mal. On sait que c'est une équipe qui se laissera pas aller et qui va se donner sur chacun de ces matchs pour essayer de les prendre. On l'a vu contre Basketland dernièrement, on l'a vu encore là contre Avenida, où bah, ça baissera pas les bras et ça continuera d'essayer de se battre et de prendre quelques matchs. Donc on sait que contre certaines équipes, ça va être compliqué. On voit là, contre Avenida, bah, forcément, les limites sont là et l'effectif est beaucoup plus talentueux côté espagnol. Mais il faut quand même admettre la résilience de Berno sur ce match qui n'a rien lâché, qui a essayé de revenir dans le dernier quart, qui l'a même remporté, mais qui finit un petit peu juste sur la fin. Et le dernier match de cette semaine dont on parlera, c'est Saragosse contre Prague. Donc on en a parlé un petit peu sur les news avec la blessure de Maria Condé. Mais le fait un petit peu surprise de ce match, bah, c'est la défaite de Prague, qui a sûrement été un petit peu touchée par la sortie prématurée de Maria pendant le troisième quart, et qui s'incline donc en Espagne, et donc qui repasse avec un bilan à l'équilibre de 4 victoires pour 4 défaites. C'est une défaite qui fait mal, parce qu'on a senti qu'il y avait la place, malgré tout, même sans Maria, de le prendre. On sait que bah, Saragosse est une équipe qui a du mal offensivement, qui se cherche un peu, qui manque de création également.
Et bah Mariona Ortiz nous a fait un petit peu mentir. Elle fait sûrement son meilleur match de la saison. Elle met enfin des tirs, alors qu'elle shootait à, je crois que c'était 8% à 3 points avant ce match. Et bah là, elle est sortie un petit peu de sa boîte, où elle met enfin des tirs. Elle finit à 2 sur 3 à 3 points, 15 points marqués. C'est la meilleure marqueuse de Saragosse. Prague a eu du mal à vraiment répondre. On l'a vu après la sortie, où il y a eu un petit élan de courage ou de... Je ne sais pas ce que c'était, mais où Prague a repris un petit peu les choses en main et même repassé devant. Puis en fin de troisième, elles ont tenté une zone où elles se sont fait ouvrir. Parce que bah, faire une 3-2 quand tu laisses les shooteuses dans les ailes ouvertes et que tu contrôles pas ton rebond def, bah, tu te fais punir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc elles ont tenté la zone en fin de troisième où elles se sont fait avoir. Elles ont retenté la zone en milieu de quatrième où elles se sont fait avoir. Et derrière, Saragosse a pu s'imposer sur son parquet. Donc il y a des choses à corriger pour Prague, beaucoup. Faudra voir comment pallier à l'absence de Maria Condé. Comme je disais en intro, on ne sait pas trop encore la gravité de sa blessure. On ne sait pas combien de temps elle sera écartée des parquets. Mais si Prague veut espérer quelque chose, bah, il va falloir un petit peu de création des autres joueuses. Breonna Jones, qui pour moi n'a pas eu assez de tirs sur ce match. Valeriana Yahi, qui a fait un excellent match, selon moi, qui a vraiment été importante, très agressive vers le cercle, qui a 8 lancers francs tirés, qui a pu mettre ses tirs à 3 points, qui a vraiment été importante, primordiale dans cette équipe. On le sait, hein, elle tient ce rôle un petit peu central de lien entre le secteur intérieur et le secteur extérieur. Et bah, elles auront besoin d'une Valériane au moins à ce niveau-là pour espérer quelque chose sur la fin de saison. Donc comme je disais dans les news, on espère que ça ne sera pas trop grave pour Maria, qu'elle va vite se remettre et que cette équipe de Prague sera prête pour être compétitive sur les matchs qui vont compter réellement dans quelques semaines. Et voilà, on a fait le tour des rencontres, étant donné que Venise n'a pas joué cette semaine, car elle devait rencontrer Polkovice. On passe désormais à la joueuse de la semaine. Et la joueuse de la semaine, je sais que beaucoup de vous attendent peut-être Gabby Williams ou Natasha Howard, qui a fait un match énorme avec Mersin. Mais pour moi, c'est Dorka. Dorka Ioaz, la joueuse de Skio, qui a fait un match, comme je le disais tout à l'heure, absolument énorme. 14 points, 4 passes, 5 interceptions, 12 rebonds en 30 minutes pour 28 dévals. C'est vraiment la joueuse qui a mené le comeback de Skio dans le match contre Bourges et qui a été absolument énorme. Donc pour la première fois qu'elle a un petit peu de temps de jeu, qu'elle est responsabilisée, on a vu qu'elle était dans le 5, où elle a provoqué très rapidement des fautes à Kariata Diaby. Pour moi, ça méritait d'être récompensé. On part sur Dorka pour cette semaine. On ne sait pas si le choix du coach de la faire jouer autant et dans le 5 et avait un rapport avec le secteur intérieur de Bourges, étant donné qu'elle est quand même, malgré sa taille, assez mobile, qu'elle pouvait répondre physiquement à des joueuses comme Kariata Diaby au sol et à des joueuses comme Anna Maria Philippe dans la taille. Donc on ne sait pas si ça va être le cas pour les prochaines semaines, mais ça fait plaisir de voir Dorka avoir du temps de jeu, prouver à tout le monde que c'est une joueuse de grande classe. Comme je le disais avec Emma Messman tout à l'heure, Dorka c'est un petit peu le basket, hein. Formation Yukon, c'est vraiment une joueuse absolument excellente. Et je vous invite à aller voir ses highlights ou des matchs d'elle parce que ça vaut vraiment le détour. Et elle nous l'a montré cette semaine sur ce match contre Bourges. On a fait le tour pour cette semaine. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le format vous a plu, si vous avez une équipe qui vous a plus marqué qu'une autre sur cette journée d'Euroleague, à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour être informé des nouveautés, à partager la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le même type d'émission où on reviendra sur la prochaine journée d'Euroleague. Et peace out.